avec un titre tout à fait intrigant, Rendre visible l'invisible. C'est Franck Boutet qui intervient. Franck Boutet, bien sûr, fait partie d'AMO et même du conseil d'administration d'AMO. Franck Boutet est ingénieur civil des ponts et chaussées, Grand Prix de l'urbanisme 2022. Je ne sais pas si on le présente encore tellement tout le monde le connaît comme le loup blanc. Donc Franck Boutet dirige depuis 2004 Franck Boutet Ingénierie, qui est un bureau d'études d'ingénierie environnementale, qui s'occupe de tous les sujets qui concernent l'environnement, c'est la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique, l'enveloppe des bâtiments, l'énergie renouvelable, mais aussi des sujets plus compliqués qui sont les eaux de chaleur, la ventilation naturelle. Ce qui va nous expliquer aujourd'hui, c'est en fait quel appui parfait, quel binôme parfait il peut faire avec l'architecte pour convaincre le maître d'ouvrage de certaines solutions et pour expliquer en fait des phénomènes qui ne sont pas si simples que ça à expliquer, pour les expliquer à la fois visuellement et techniquement, pour pouvoir les modéliser. Voilà, donc Franck, merci d'avoir préparé cette capsule avec des exemples extrêmement parlants. Et comme d'habitude, je rappelle le fonctionnement. On a à peu près 40 minutes de présentation et ensuite 15 minutes de questions. Donc, je demande à tous d'éteindre vos micros de telle manière que Franck puisse présenter. Et Franck, au moment où on commence la question, je rallumerai mon écran pour dire que c'est un peu l'heure. Voilà. Merci. D'accord. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on voit mon écran déjà? Petit test technique. Donc ça va? C'est bien comme ça? C'est très bien. D'accord, donc merci de nouveau Céline. Alors du coup, tu as donné un nom pour l'atelier qui est un peu nouveau, mais je vais juste revenir là-dessus. Donc on s'appelle Atelier Franck Boutet. Tu as dit Franck Boutet Ingénierie, on a beaucoup hésité. Le problème de l'acronyme de Franck Boutet Ingénierie, c'est que ça fait FBI. Tu vois, donc on s'est dit que peut-être ça marchait pas bien en entrant dans une réunion en disant bonjour FBI, quoi. Enfin, donc du coup, non, on n'a pas choisi Franck Boutet Ingénierie, donc on s'appelle Atelier Franck Boutet. Donc alors, est-ce que ça permet d'avancer, ça? Ok, non. Donc, allez, premier bug technique, je n'arrive pas à avancer quand je suis en partage d'écran. Là, ça va? Oui, c'est bon. Ça marche très bien. Et désolé pour l'erreur. Non, mais ça m'a fait rire parce que tu sais qu'on a vraiment failli s'appeler Franck Boutet Ingénierie, mais bon, voilà, ça donne ce que ça donne, quoi. Par contre, du coup, bon, je ne peux pas vous voir si je reste en plein écran, c'est pas très grave. Donc voilà, maintenant vous avez le nom, donc Atelier Franck Boutet. Nous, on existe depuis une bonne vingtaine d'années. On a mis plus de 20 ans. On a commencé en fait en même temps que les enjeux environnementaux sont arrivés dans le monde de la construction, de l'architecture, de l'ingénierie, et puis de l'aménagement, donc au tout début des années 2000. Donc on fait partie des quelques structures pionnières qui existaient sur le sujet de comment intégrer ces grands enjeux qui étaient débattus à un niveau international au travers des grandes conférences des Nations Unies, mais évidemment avec une opérationnalité qui était un peu limitée, et comment atterrir tout ça dans donc les opérations de construction, les opérations d'aménagement, avec du coup l'émergence de l'atelier, parce qu'il s'appelait comme ça d'ailleurs, sur l'ancêtre, on va dire, de HQE, qui s'appelait LaTeX. Donc voilà, on fait partie des premières structures à avoir travaillé sur ces notions. Aujourd'hui, on est une quarantaine qui sommes répartis majoritairement à Paris, mais on a aussi une présence à Nantes, Rennes et Bordeaux, et plus récemment Marseille. On aime bien dire que, alors les termes ont un peu changé, mais on adresse l'ensemble des enjeux environnementaux, de durabilité, on ne dit plus trop durabilité aujourd'hui, de soutenabilité, de transition écologique, de bifurcation. C'est comme ça qu'on dit dans les pays de la Loire. Sur des sujets, on va dire, de toutes échelles, ça c'est très important pour nous, d'ailleurs, la question de la recherche de la cohérence scalaire, de l'interscalarité, etc., et sur des programmes de toute nature. Voilà. Donc, avant d'arriver à la question de rendre visible l'invisible,
qui est une partie en fait de la leitmotiv de mon intervention. On va d'abord faire un petit retour sur, puisque je viens de dire qu'on existait depuis 22 ans et que c'était le début en fait de la prise en compte des questions environnementales. Et en fait, pendant ces 20-25 ans d'atterrissage des questions environnementales dans le monde de la construction et de l'aménagement, il y a eu des époques extrêmement marquées. Ce qu'on faisait il y a 20 ans ne ressemblait pas à ce qu'on faisait il y a 15 ans, 10 ans, etc. et ne ressemblait pas exactement à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vais revenir rapidement sur le sujet. Pendant les premières années, vous le savez, parce que vous êtes nombreux à avoir exercé aussi dans les mêmes domaines d'activité que nous. Donc, pendant toutes les premières années, finalement, la question était très tournée autour de l'énergie. L'énergie. Comment arriver à rendre plus efficaces les bâtiments? Comment arriver à déconsommer d'un point de vue énergétique sur les constructions? Ça portait beaucoup, et même, on pourrait dire, quasi exclusivement sur la construction neuve. Donc, comment arriver à optimiser la consommation d'énergie des bâtiments neufs? Ça a duré longtemps, très longtemps, de 2000 jusqu'à, on va dire, il y a environ 7-8 ans, avec l'arrivée d'un nouvel enjeu qui est le carbone, qui arrive par la réflexion sur la matière et le réemploi, peut-être aussi pas mal initié par cette exposition assez culte au pavillon de l'Arsenal, donc Matière grise. Bravo, encore heureux pour cette exposition majeure, je pense, dans l'histoire des expositions du pavillon de l'Arsenal. Et donc, Matière grise commence à faire prendre conscience de l'importance de la matière, des déchets, du réemploi. Et puis ensuite, il y a la Solidéo, enfin les JO 2024, le cahier des charges de la Solidéo, qui amène vraiment, enfin qui marque, on va dire, l'avènement de la prise en compte du carbone, avec, pour la première fois dans l'histoire de la construction en France, des budgets carbone qui sont donnés dans les cahiers des charges des ouvrages olympiques. C'est évidemment l'atterrissage sur la partie physique de la promesse de faire les Jeux à Paris, donc de faire les Jeux les moins carbonés de l'histoire des Jeux. Et évidemment, à un moment, ça arrive sur les infrastructures physiques. On ne va pas interdire aux athlètes de venir, ça serait quand même dommage. On ne va pas interdire au public de venir admirer les athlètes. Donc, évidemment, à un moment, l'ambition de jeux les moins carbonés, ça porte sur les bâtiments, les infrastructures, etc. Et donc là, première fois dans l'histoire qu'arrive la question de carbone. Aujourd'hui, ça devient évidemment quotidien, vous le savez toutes et tous, l'énergie, ça enrichit de la problématique du carbone, de la matérialité, du réemploi. Arrivent aussi les questions de nature en ville, de biodiversité, puis les questions sanitaires, comment allier l'environnement et la santé. Et puis, arrive enfin la réflexion sur les risques, les aléas, comment arriver aussi à croiser environnement et risque. Le risque est-il une fatalité? Les questions le travail en amont sur, on va dire, la faillite écologique des territoires nous donne-t-il une capacité finalement de maîtriser ces risques à la source? Et puis sur cette image, vous voyez la question de l'atténuation. Donc ça, l'atténuation énergie, carbone. Donc, déconsommation énergétique, décarbonation, ce sont des stratégies d'atténuation. L'atténuation, c'est agir à la source pour limiter l'effet, réchauffement climatique, gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre? Les matériaux, les équipements et l'énergie. Donc, si on arrive à atténuer à la source, on atténuera finalement les effets de manière déductive. C'est une logique qui est assez rationnelle, quantitative, qui permet aussi d'enregistrer, de faire du chiffre, et on peut finalement sommer, on peut faire la somme des actions en termes d'atténuation pour arriver à une performance globale et puis finalement avoir une preuve du bien fondé de ces actions. Arrive, c'est le terme qui est à gauche, depuis très peu de temps, donc la question de l'adaptation. Qui arrive, même si je ne rentre pas dans le détail, je pense que c'est 2020 qui en fait prépare au sujet, plutôt en nous faisant vivre la non-adaptation, en nous faisant
découvrir et de manière extrêmement brutale que les établissements humains tels qu'ils sont constitués aujourd'hui ne nous permettent pas finalement d'encaisser des situations anormales, des situations inhabituelles, des situations de risque. Puis 2022, c'est vraiment la date clé par rapport à la problématique de l'adaptation et en fait le démarrage de la nouvelle ère dans laquelle nous rentrons. 2022, c'est l'été de tous les dérèglements climatiques. Vous vous souvenez, c'est des épisodes caniculaires à répétition, l'assèchement des nappes phréatiques, l'appauvrissement des forêts, les méga-feux, la chute drastique des rendements agricoles, le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui est une guerre de ressources et qui a comme conséquence une augmentation drastique du prix de l'énergie et du prix de la matière, enfin des matériaux. Donc, en 2022, on vit quelque chose qui est finalement la conséquence des dérèglements, et ça change complètement la donne. Jusqu'à maintenant, on pensait qu'on pouvait lutter contre le changement climatique. Vous vous souvenez, on disait toujours lutte contre le changement climatique. Et dans une lutte, bien évidemment, on peut gagner une lutte. Donc, si on faisait tout très bien en termes de déconsommation énergétique et en termes de décarbonation, peut-être arriverons-nous à juguler le changement climatique. 2022, évidemment, dit attention, les changements sont en cours, les dynamiques sont déjà là, et finalement, d'ailleurs, le rapport du GIEC publié en février 2022, donc pour la première fois, il y avait un tome spécifique sur l'adaptation, nous dit bien, de toute façon aussi, les changements sont en cours, le réchauffement est là, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut que le maîtriser, on ne peut que l'atténuer, mais de toute façon, il est là, et ce que l'on vit en 2022 est une forme de préfiguration de ce que l'on vivra de manière plus courante, plus intense, plus violente demain. Et là, c'est vraiment la prise de conscience. Si nous continuons sur cette lancée, ou si l'on regarde la façon dont aujourd'hui sont constitués les établissements humains, j'emploie ce terme de manière un peu macro volontairement, mais donc nos villes, nos territoires, nos espaces publics, nos infrastructures, telles qu'elles sont constituées aujourd'hui, ne nous permettent pas d'encaisser des situations dites anormales, qu'on pensait ne jamais devoir subir, qu'on pensait exceptionnelles et qui deviennent finalement courantes. Évidemment, après 2022, on a connu l'été 2023, l'été 2024, nous sommes en train de connaître le pré-été 2025, 26, pardon, et nous voyons bien que finalement, oui, les changements sont en cours avec toutes les conséquences plus ou moins violentes que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc ça ouvre cette nouvelle ère. Si nous ne sommes pas adaptés aujourd'hui aux conditions de demain, qui vont devenir les conditions courantes demain, alors, du coup, s'engage le grand sujet et le grand chantier, et c'est un chantier vraiment dans tous les sens du terme, un chantier absolument majeur de l'adaptation. Des petits chiffres aussi pour donner un peu l'importance de l'enjeu. Je vous disais au départ, on a beaucoup travaillé au début sur l'énergie, le carbone, et d'abord sur la construction neuve, enfin, surtout quand on parlait d'énergie. Le neuf, ça représente pas grand-chose en France, même en Europe et dans tous les pays, on va dire, où on a des histoires urbaines anciennes. Les villes sont déjà fortement constituées et les démographies sont faibles. La ville, quand on dit la ville de demain, c'est quoi? C'est essentiellement la ville d'aujourd'hui, mais évidemment, qui ne peut pas rester comme aujourd'hui. Et donc les chiffres, aujourd'hui, en fait, la construction neuve, ça ne représente pas plus de 1% par an du renouvellement du stock existant. C'était 1% il y a 10 ans, c'est tombé aujourd'hui à 0,8%. Et évidemment, ça met en crise évidemment l'immobilier, ça met en crise des acteurs qui se sont construits en fait sur ce flux qui même, il a pesé à un moment 1,5%, voire plus à des moments de construction massive, et ça permet de faire un marché. Évidemment, 0,8, c'est une division par deux de ce marché. Donc, et est-ce qu'on peut imaginer que ça va réaugmenter? En fait, la réponse est non.
pour plein de raisons, ce que je disais déjà tout à l'heure, des questions un peu endogènes à nos territoires, qui sont cette histoire urbaine très ancienne, cette démographie faible, et puis des enjeux beaucoup plus récents sur la décarbonation et la préservation des terres fertiles. On sait, avec ces deux grands nouveaux enjeux, que, évidemment, il faut au maximum faire avec ce qui existe déjà, ce qui a déjà été artificialisé, ce qui a déjà été anthropisé, ce qui a déjà été utilisé. Donc, un des éléments fondamentaux de la nouvelle ère qui s'ouvre, c'est évidemment faire avec ce qui existe déjà, transformer ce qui existe déjà, réparer, parfois on va dire aussi ce qui existe déjà. Et ça, c'est l'enjeu d'adaptation. En fait, l'adaptation porte essentiellement, c'est essentiellement cette idée de la transformation positive de ce qui existe déjà. Je dis positive parce que c'est souvent des corrections. Si on constate aujourd'hui que ça n'est pas adapté à, alors comment fait-on pour permettre de s'adapter à? Et donc, c'est une transformation qui va avoir un impact, enfin, c'est une transformation, on va dire, à effet positif. Et la question de l'adaptation change. On pourrait utiliser le terme, même si c'est un peu galvaudé, mais je parle de nouvelle ère même, parce que j'ai pas dit paradigme un peu volontairement. C'est une nouvelle ère, tellement. Ça change tout. Et avant de vous dire rapidement ce que ça change, donc ma petite métrique, comme je viens de dire qu'on renouvelait la ville à hauteur de 0,85% par an, si on projette ces chiffres sur le futur, c'est la métrique qui commence à être bien connue. Vous savez, on dit 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui et il faut transposer 80% des bâtiments, oui, mais aussi des infrastructures, des espaces publics et finalement des établissements humains de 2050 existent déjà aujourd'hui. Ça donne évidemment l'importance du sujet et quand on dit donc la ville de demain, oui, c'est déjà la ville d'aujourd'hui. Et par contre, évidemment, la question on a envie de se poser immédiatement après, c'est combien de ces bâtiments qui existent et de ces infrastructures, de ces espaces publics, vous avez bien compris, qui existent déjà aujourd'hui et qui existeront pour 80% en 2050, sont-elles adaptées aux conditions de 2050, aux conditions de demain plus largement? Et là, la réponse est quasi zéro. C'est ça, en fait, la mise en abîme, enfin l'abîme dans lequel, évidemment, nous tombons tous, c'est que, oui, on doit travailler avec la matière existante, mais cette matière, en quasi-totalité, allez, en très grande majorité, si on veut être un peu plus positif, ne nous permet pas d'encaisser les épisodes de demain et la situation de demain. Donc, le chantier, je disais, l'enjeu est absolument considérable. Et donc, c'est une forme de massification. On parle de la massification de la rénovation énergétique, mais attention, en fait, c'est une massification des logiques adaptatives et des projets d'adaptation qu'il va falloir entamer. Et l'adaptation, du coup, change beaucoup les choses, parce que autant, quand on parle d'énergie, de carbone, je vous ai dit tout à l'heure, on est sur des approches qui sont quantitatives, rationnelles, chiffrables, mesurables, intégrables, etc. Et la question de l'adaptation, parce qu'en fait, on travaille finalement à partir de données donc quantitatives, mais aussi de données connues, issues, héritées de la compréhension du passé et du présent. Quand on parle de l'adaptation, c'est un champ nouveau qui s'ouvre. En fait, c'est s'adapter, oui, on a compris que c'était l'enjeu majeur, mais s'adapter à quoi? C'est quoi demain? Et c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. C'est de quoi sera fait demain? C'est quoi demain? Même du point de vue du climat, en fait, évidemment, selon le degré d'optimisme que l'on a, demain ne sera pas le même, évidemment. C'est quoi le scénario? Est-ce qu'on sera sur un scénario, un réchauffement à plus 1,5 degré? Malheureusement, la réponse est aujourd'hui non. 2 degrés, 4 degrés, comme l'a choisi la France, en étant tout de suite critiquée, alors qu'évidemment, il valait mieux prendre 4 degrés par rapport à 1,5, parce que si on est prêt à 4 degrés, on est prêt à 1,5 degré. Mais malheureusement, peut-être on ne sera même pas à un scénario à plus 4 degrés, peut-être plus 7. On ne peut pas dire aujourd'hui que la gouvernance internationale soit extrêmement rassurante de ce point de vue-là. Bien sûr, vous comprendrez entre les lignes ce que je suis en train de dire. Et donc, on est parti peut-être sur un scénario à plus 7. Personne
n'est prêt aujourd'hui personne n'est prêt à encaisser ce scénario à +7. C'est +7 en moyenne, vous savez, enfin +4 même, on peut prendre le +4 pour pas être trop traumatisant, c'est +4 en moyenne avec des effets locaux bien plus graves, bien plus violents, et évidemment des conséquences en chaîne d'une gravité absolue. Et donc, comment fait-on donc pour s'adapter finalement à quelque chose qui n'est, s'il est connaissable, n'est pas totalement connu? Et donc, s'ouvre aussi une nouvelle ère qui est celle d'une forme d'indétermination, d'une forme d'incertitude, et comment finalement cheminer dans cette forme d'incertitude, comment arriver à continuer à faire, parce qu'évidemment, il faut faire, il faut toujours faire, mais comment faire dans cette indétermination, cette incertitude. Et donc ça, c'est peut-être le terme essentiel à comprendre, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne finalement à vivre d'abord, et pour nous, acteurs de la ville, à faire, à agir, à continuer à construire, à réhabiliter, à aménager, etc., avec cette logique de l'indétermination et de l'incertitude. Évidemment, aujourd'hui, tout est fait dans un sens inverse. D'abord, dans nos sociétés très rationnelles, l'incertitude n'a pas sa place. On a tout fait pour réduire l'incertitude. Et dans le domaine qui nous concerne très directement, de la fabrique de la ville, tout est fait pour que l'incertitude n'existe pas et pour que la notion de l'incertain, du risque, n'existe pas. Tout le système assurantiel de la construction, la création des bureaux de contrôle, qui sont une émanation des assurances. Le rôle d'un bureau de contrôle, c'est de vérifier que sur une opération, quelle que soit sa nature, le risque est normal. Donc c'est normal, ça veut dire finalement proche de zéro, puisque le principe de l'assurance, c'est que il faut que les risques soient proches de zéro pour qu'on puisse assurer. Et donc, comment cheminer dans cette incertitude? Bon, voilà, je vais parler déjà de l'incertitude, mais comment cheminer dans cette nouvelle époque de la complexité et de l'incertitude? Et ça, c'est la grande question qui s'ouvre. Donc, il va falloir qu'on soit en capacité de faire de l'évaluation, de mesurer finalement la pertinence en temps réel du bien fondé de nos actions, pour parfois se dire il faut certes parfois accélérer, mais aussi parfois freiner, voire arrêter, bifurquer, même parfois revenir en arrière, toute chose que l'on n'aime pas, évidemment, on préfère être toujours dans une forme de progrès continu. Il va parfois falloir remettre en cause, arrêter, donc bifurquer, etc., donc par l'évaluation. Je ne peux pas résister à vous le citer au moment de ma présentation, et parce que ça nous fait aussi revenir en arrière, ce qui est évidemment très inquiétant sur le fait qu'on n'a peut-être pas assez progressé, ou en tout cas pas assez vite. Joël de René, 1975, et si vous ne l'avez pas lu, vraiment, lisez-le, c'est extrêmement intéressant. 1975, il y a plus de 50 ans. Joël de René, dans un livre qui s'appelle Le Macroscope, nous dit quoi? Il nous dit on a inventé le télescope pour voir et comprendre l'infiniment grand, l'infiniment lointain. On a inventé le microscope pour voir et comprendre l'infiniment petit, l'infiniment proche. Aujourd'hui, 1975, s'ouvre une nouvelle ère où il va nous falloir un nouvel outil qu'il appelle le macroscope. Mais évidemment, il précise, attention, ce n'est pas un outil comme les autres, ce n'est pas un outil qu'on pourra trouver en laboratoire. C'est un outil qui est à la fois conceptuel, philosophique, méthodologique, social, politique, et donc qu'il appelle le macroscope. Et vous avez bien compris, parce que c'est écrit sur l'image, je préfère le faire même sans image, pour voir et comprendre l'infiniment complexe. Voilà, c'est très beau, et depuis 22 ans que je travaille, tout en ayant découvert le macroscope bien plus tard, 10 ans après le début de mon travail, je me suis rendu compte plus tard donc que ma quête était finalement celle de ce macroscope, l'outil multicritère, holistique, pour voir et comprendre l'infiniment complexe. Donc j'ai parlé d'évaluation, comment l'évaluation permet de guider l'action. Et évidemment, ça aussi, c'est une nouvelle ère qui démarre, parce que c'est une nouvelle culture. On n'a pas une grande culture de l'évaluation en France, surtout dans la fabrique de la ville. Les projets ne sont pas évalués.
on est souvent un peu autodéclaratif, on fait de la prophétie en disant on va faire ça parce qu'il se passera ça. Et en fait, on mesure très peu, finalement, le bien fondé des actions engagées. Et évidemment, c'est dommage, parce qu'on pourrait imaginer qu'une action mal engagée par une commune puisse être répétée par les 35 999 autres communes si on ne partage pas finalement aussi l'échec d'une action engagée. Donc, nous, on parle beaucoup du calcul comme boussole, qui est finalement, je vous dis depuis tout à l'heure qu'on est en train d'évoluer finalement dans un monde incertain, indéterminé, et comment arrive-t-on, enfin, par quel outil finalement de quel outil, peut-on se doter pour cheminer dans ce monde incertain, inconnu, complexe. La boussole, elle sert évidemment à l'explorateur pour cheminer et ne pas aller complètement au hasard. Et donc, on a besoin de boussole. Le calcul peut servir de boussole. En tout cas, c'est comme ça que nous, on conçoit notre action dans les projets. Et aussi, parce qu'à un moment, il faut bien arriver à cette notion, rendre visible l'invisible. C'est assez difficile, on s'est rendu compte pendant nos 22 ans d'existence dans notre domaine. En fait, on travaille sur quelque chose qui est fondamentalement invisible. L'énergie ne se voit pas, sauf à la rendre un peu caricaturale en tartinant les toits de photovoltaïque ou de panneaux solaires. Le carbone ne se voit pas, sauf en le rendant caricatural, en disant qu'il n'y a pas d'alternative que de mettre du bois visible pour qu'on puisse exprimer qu'on soit bas carbone. Évidemment, ce sont des réponses possibles, mais ce sont des réponses caricaturales et qui ne sont pas suffisantes. Mais comment on fait pour donner à voir l'énergie? Comment on fait pour donner à voir le carbone? Derrière cette idée du donner à voir, évidemment, je vais d'abord continuer. Comment on fait pour donner aussi à voir des choses encore plus impalpables que l'énergie et le carbone, et qui sont évidemment ce qui est sous-tendu aussi par la question de l'adaptation? Comment on fait pour donner à voir l'inconfort avant de le ressentir directement? Comment on fait pour donner à voir les changements? Comment on fait pour donner à voir la question de la brise rafraîchissante qui est le levier du confort? Comment on fait pour donner à voir l'ombre, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très important, parce que derrière cette notion du donner à avoir, c'est de pouvoir faire exister quelque chose qui puisse finalement qui puisse être nommé. Si on ne voit pas, on ne peut pas nommer. Et donc, derrière la question de nommer les choses, c'est aussi de pouvoir, évidemment, les partager. Il faut qu'on sorte, évidemment, de cette société des experts. Il faut que n'importe qui puisse voir, donc, pour ensuite nommer, pour ensuite discourir, pour ensuite comprendre, pour ensuite critiquer, pour ensuite se positionner, pour ensuite exprimer son point de vue, pour ensuite s'engager pour que les choses avancent. Et donc, on s'est aussi fait un peu une spécialité par le biais du calcul parfois, par l'idée de la représentation, de donner à voir, pour reprendre un titre de Paul Éluard, pour donner à voir, parce que c'est ce que l'on voit, que l'on peut nommer et qui peut ensuite devenir sujet de société. Donc par la représentation, par le dessin, par le calcul, etc. Donc voilà pourquoi aussi on parle beaucoup de notre quête à l'avance de 22 ans de donner à voir pour permettre de faire société finalement. Donc le calcul comme boussole et rendre visible l'invisible, voilà un peu les deux leviers avec lesquels nous travaillons. Je vais parler de projet maintenant, et évidemment j'ai été déjà long malheureusement, où on va décrypter un petit peu les choses qui peuvent se passer aussi sur des relations entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, entre maîtrise d'œuvre sur un certain nombre de projets. Le premier, c'est celui du campus Sciences Po. Au théâtre de l'Artillerie, on est à côté de l'église Saint-Thomas d'Aquin, dans le quartier Saint-Germain. Des bâtiments d'époques différentes. À gauche, vous avez le bâtiment le plus ancien, qui était l'ancien bâtiment attaché, donc le noviciat, ancien bâtiment conventuel, le noviciat attaché à l'église Saint-Thomas d'Aquin. À droite, des bâtiments plus récents qui ont déjà fait l'objet d'une réhabilitation. Au fond, vous voyez le petit pavillon un peu japonisant qui est évidemment la seule création neuve avec le travail sur les sous-sols, donc fait dans le cadre de ce projet du campus Sciences Po. Donc, dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière avec Sogeline Dixence, mandataire de notre groupement, parce que c'est un CPI, l'entreprise Bouygues déjà embarquée très tôt par Sogeline. Je pense que ça a été une très bonne chose pour pouvoir crédibiliser très vite les réponses, même pendant la période de dialogue.
Et les architectes, donc Villemotte et associés, et Mauro Kuzinocchi. Et du coup, que nous dit le campus, enfin le programme, si on parle du programme, dans le cadre de ce CPI? Bon, il nous dit un tas de choses, mais on va retenir une chose, qui est qu'on doit évidemment atteindre des certifications, ça, d'accord, pourquoi pas, et puisque c'est toujours, enfin, c'est les réminiscences de cette approche d'optimisation énergétique, on doit un label BBC Effinergie Rénovation sur la totalité du campus. Bon, très bien. Quand on y regarde, évidemment, ce bâtiment aux qualités exceptionnelles, vous voyez comment il est configuré autour de 3 cours. Donc là, c'est l'église Saint-Thomas d'Aquin. Le bâtiment Sébastopol, qui est le bâtiment le plus ancien avec la cour du même nom, Sébastopol. Les bâtiments plus récents qu'on voyait sur l'image de droite. À l'époque, quand on fait le concours, il y a cette cour vraiment sans qualité, qui s'appelle la cour Griboval, très imperméabilisée, très minéralisée, qui sert de parking avec une construction vraiment sans aucun intérêt en plein milieu, donc qui a été démolie depuis. Et puis ici, là, une espèce d'arrière-cour qui est la cour Troy de Beaulieu, ou 3 cours, avec évidemment des caractéristiques, ce système d'arcade, une matérialité incroyable, de la pierre massive de 60 à 80 cm d'épaisseur, etc., des circulations verticales absolument magnifiques. La pierre est omniprésente, pierre partout. Et quand on y regarde un peu plus, là, on est en train je vous parle de l'inertie. Ce petit graphe en bas à droite, il parle de l'inertie. On va dire une hyper-inertie de la pierre amenée par la pierre elle-même, évidemment, comme matériau, mais aussi parce qu'on a des épaisseurs extrêmement importantes, 60 à 80 cm, je viens de vous le dire, et en plus un bâtiment assez peu vitré, donc évidemment, la matérialité de la pierre est absolument déterminante. Et puis, on commence à regarder un peu les choses, disant, bon, BBC Effinergie Rénovation. Ben oui, très bien, mais en fait, on n'a pas d'alternative. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur. Donc, si on fait du BBC Effinergie Rénovation, demande initiale du programme, c'est quoi les solutions? Ben, évidemment, elles sont connues de tous. Il faut isoler par l'intérieur, il faut remplacer toutes les fenêtres, par des fenêtres double vitrage, etc. On isole par l'intérieur de 14 cm, donc on perd des surfaces, sachant d'ailleurs que le programme de Sciences Po ne rentrait déjà quasiment pas dans les bâtiments existants. Et ce faisant, on abîme complètement l'inertie du bâtiment et on empêche évidemment tout le fonctionnement, toute la respiration naturelle de ces constructions d'origine existantes. Et donc, évidemment, après, il faut mettre de la respiration artificielle, on va dire ça comme ça, donc de la ventilation mécanique, qu'il faut mettre en double flux, évidemment, pour pas avoir à se payer les charges de ventilation, alors qu'on a gagné l'isolation. Donc, double flux, ça veut dire des croisements de réseau. Pour que ça passe, évidemment, il faut baisser les hauteurs sous plafond. J'ai oublié de vous dire qu'on avait des belles hauteurs sous plafond. Il faut baisser les hauteurs les hauteurs des pièces, donc pour pouvoir mettre un faux plafond. Donc ça, bon, on va dire réhabilitation classico-classique. Évidemment, c'est tautologique. Ça marche très très bien du point de vue de la déconsommation énergétique. Ça, c'est les scénarios 6 et 7 qui sont là. Sans trop de surprise, évidemment, si on isole, je ne rentre pas dans le détail des scénarios, évidemment, si on isole, si on fait tout ce que je viens de dire, donc ventilation double flux avec récupération de chaleur, bien sûr, sans surprise, on fait décroître la consommation énergétique. Mais évidemment, il se passe quoi? Enfin, évidemment, c'était pas si évident que ça à l'époque, c'était pas beaucoup regardé, c'était un peu, tout le monde disait, bah oui, sur un bâtiment existant, il faut évidemment faire ça. Malheureusement, d'ailleurs, le DPE continue à dire ce genre de bêtises, et l'étiquette énergie dit ce genre de bêtises. C'est, quelle que soit la nature du bâtiment existant, sa matérialité, de toute façon, vous êtes mal classé parce qu'on regarde que la consommation d'énergie. Si vous voulez remonter d'une ou deux ou trois classes énergétiques, vous n'avez pas le choix, vous faites exactement ce que je viens de décrire. Parfait. Une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on regarde? C'est l'explosion, en fait, de l'inconfort. C'est la petite courbe filaire en noir, là. C'est l'explosion de l'inconfort. Évidemment, comme sur beaucoup de bâtiments, ben, on avait une possibilité de faire du chaud assez facilement. On était raccordé au réseau de chaleur urbain. Pas de possibilité de froid. Il était demandé de ne pas rafraîchir les bâtiments au départ. Si on fait ça, en fait, OK, ça marche peut-être sur juste l'année de réception. L'été suivant, c'est foutu. Et dans 10 ans, encore plus. Donc, on se dit, on ne peut pas faire ça. Donc, on lance dès le concours. Alors, évidemment, ça coûte cher.
ça coûte cher et qu'il faut arriver à faire rentrer ça dans les indemnités des concours, ce qui n'est pas évident. Mais on lance une simulation thermodynamique pour faire l'évaluation de l'état initial, la V0 de notre bâtiment. On voit évidemment qu'il est faible thermiquement, on voit qu'il est extrêmement bon pour le confort d'été, donc du point de vue de la résilience. Et évidemment, si on se projette dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? On aura de moins en moins de besoin de chaud et on aura de plus en plus soit de besoin de froid, soit d'un confort. Enfin, pas de besoin d'un confort. On aura de plus en plus d'un confort, donc de besoin de froid. Donc à devoir rééquiper les bâtiments qu'on pense avoir améliorés aujourd'hui. Donc on dit on ne peut pas faire ça. Et on cherche des alternatives. Vous voyez aussi à droite les petites courbes de la façon de se passent les échanges conductifs et l'hygrométrie dans un mur à la fois existant, isolé, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on propose en fait sur Sciences Po? On propose de ne pas isoler. Par contre, on fait une correction thermique pour limiter l'effet de paroi froide. L'effet de paroi froide, c'est que si on veut, ça a la conséquence que si on veut 20 degrés comme ambiance, avec un effet de paroi froide, il va falloir mettre une consigne de soufflage à 27 pour avoir 20, parce qu'on va avoir en fait ces effets de lutte par la paroi froide qui va absorber l'énergie, et pour sentir le confort de manière agréable entre une paroi froide qui va tomber à 10 degrés et la température de soufflage à 27, pour sentir 20, il faut souffler à 27, voire plus. Donc déjà, on réduit l'effet de paroi froide. On améliore un peu, ça s'appelle un correcteur thermique, l'enduit chaud-chambre, on améliore quand même un peu la conductivité de la paroi. Et surtout, qu'est-ce que l'on fait? On garde totalement l'inertie du mur. L'enduit chaud-chambre, c'est un enduit hydraulique. Le chanvre permet d'améliorer un peu la conductivité et l'effet de paroi froide. La chaux est hydraulique, donc permet d'avoir le fonctionnement hygrométrique naturel du mur, permet de garder l'inertie. Et évidemment, on n'est pas aussi bon que si on avait fait une isolation par l'intérieur en termes de réduction des besoins de chauffage. On n'est pas aussi bon sur la perméabilité, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette perméabilité? Finalement, elle peut devenir un allié. Aujourd'hui, on dit il faut absolument réduire les infiltrations d'air, il faut traiter la perméabilité, il faut 0,6 volumeur, pas plus, sinon on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est pas vrai. En fait, on s'est dit, la perméabilité, ça peut être un allié, finalement, c'est l'équivalent soit d'une grille d'entrée d'air, soit d'une grille de sortie d'air. On a choisi plutôt l'équivalent d'une grille de sortie d'air. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On fait une ventilation simple flux par insufflation, donc un seul réseau de gaines qui passe dans les circulations. On souffle dans les locaux et ça ressort, soit comme ça peut, soit par défaut de perméabilité de l'air, soit par détalonnage des portes. Et la simple flux par insufflation, ça permet quand même de pouvoir contrôler un peu l'air en amont du préchauffage, du pré-rafraîchissement. Ça permet quoi d'autre, de mettre en surpression le bâtiment. C'est ça la force. Hyper dur à calculer évidemment dans les RT 2012 ou les RT existants. Donc on met en légère surpression le bâtiment et ça permet de lutter de manière naturelle contre les défauts, contre les entrées d'air parasites. Donc finalement, c'est une tactique qui a permis de lutter contre l'infiltration. Et donc voilà la solution globale. Alors je vous le dis aussi au passage, vu que les vitrages pesaient peu, on a gardé les vitrages anciens, on a juste amélioré l'étanchéité des menuiseries. Donc je pense que c'est le premier bâtiment rénové qui en plus surperforme sur les critères, sur les référentiels HQE et BREEAM, parce que même avec des solutions comme ça, finalement on a réussi à surperformer et être meilleur que les demandes initiales des programmes sur HQE et BREEAM. Et avec pourtant des vitrages du 19e. On est en simple vitrage avec des vitrages, vous savez, qui déforment un peu. Donc, c'est très beau. Et évidemment, oui, parce que je vous raconte la procédure sur le CPI. On a montré ça dès la première phase de dialogue, au moment du rendu de l'offre initiale. D'ailleurs, j'ai pris des images de mon support à l'oral. Et on a montré finalement, bien sûr, on pourrait faire BBC, Finergie, Rénovation. Voilà le projet. Évidemment, sans surprise, très beau gain en énergie. Par contre, un énorme problème d'inconfort. Et si on se projette la STD, ensuite on la projette dans 10 ans, 20 ans et 30 ans, vous voyez, la consommation de chauffage descend naturellement, puisque de toute façon, réchauffement climatique. Par contre, l'inconfort augmente d'une façon exponentielle, et grâce à notre solution, finalement, on maîtrise l'inconfort. Donc, en fait, Sciences Po et son AMO, JLL ont trouvé le raisonnement tellement sensé
c'est pour ça que je vous dis calcul comme boussole, données à avoir, etc., qu'ils ont décidé de modifier le programme. C'est l'intérêt des consultations type CPI. Et ils ont supprimé l'exigence du label BBC Rénovation et Finergie pour nous permettre de faire le projet qu'ils comprenaient comme étant finalement le projet bon sens. On a gagné in fine, hein, évidemment, sinon on n'approverait pas le projet. Et cette solution, elle est en train de devenir une solution référence pour l'intervention sur des bâtiments de même nature. La PHP, à qui j'ai eu l'occasion de faire la visite, maintenant applique ça sur tous les bâtiments de même nature. Voilà, donc ça c'est la cour Sébastopol. L'enduit chaud-chanvre, vous le voyez sur les parois verticales. Là, évidemment, on est quand même un peu aidé par un escalier pas vilain, quoi, et par une matérialité pas vilaine. Mais vous voyez, l'enduit chaud-chanvre, c'est ce qu'on voit ici. En plus, c'est très beau. J'ai oublié de dire quand même, l'enduit chaud-chanvre, c'est 4 cm d'épaisseur. Rien à voir avec les 14 plus le BA13 qu'il aurait fallu poser. Et encore, je pense même qu'on avait besoin de 16 pour être BBC et Finergie Rénovation. Donc, ça veut dire qu'aussi, on conserve l'identité du lieu, sa matérialité. Quand vous tapotez sur le mur, ça fait pas plop plop comme une plaque de plâtre. Vous entendez la sonorité de la pierre encore derrière l'enduit. Et puis un autre sujet aussi qu'on avait travaillé, vu que le programme ne rentrait pas complètement dans les bâtiments existants, il y avait un travail à faire sur les sous-sols. Et donc là aussi, on a modélisé. Là, je vous montre pas tous les résultats des modélisations, etc. Avec l'idée de, alors c'est de la modélisation à la fois de la quantité d'éclairage, mais aussi de la qualité de la vue, de la qualité de l'éblouissement, etc. Pour faire oublier que le sous-sol est un sous-sol et pour finalement avoir l'impression d'être de plein pied. Vous voyez déjà la petite image en bas à droite qui est assez éloquente. Voilà aussi celle-là. Là, on est au -1 en vrai et on a l'impression d'être complètement en train de travailler sur un espace de plein pied. Travail sur la lumière, travail sur le cadrage, travail sur voilà, vous voyez là aussi avec cette cour Griboval qui nous sert d'amphi, mais j'ai pas le temps de détailler le projet trop parce que je pense que je suis un peu long, mais je vais essayer d'avancer quand même pour vous montrer, enfin d'aller un peu plus vite parce que je voudrais vous montrer plusieurs exemples. Ça aussi un projet qu'on aime beaucoup. Donc ex-siège de Natixis à Paris, le projet qui s'est appelé Rive de Seine pendant longtemps. Vous voyez où on est, hein. Il y a la gare de Lyon, le clocher de la gare de compagnie de la gare de Lyon qui est là. Ce bâtiment qui faisait partie de la même opération qu'on voit sur la droite. Le bâtiment juste derrière nous, du côté vers Gare de Lyon, qui avait déjà été réhabilité par Gessina avec Data. Et donc là, on est sur un projet donc avec l'avance LAN pour le compte de SFL. Et du coup, que fait-on sur ce bâtiment? Alors, j'ai pas la photo de l'existence, c'est un peu dommage, mais on travaille sur une logique. Alors là, vous voyez, vous devinez un petit peu la logique de la façade plissée. Au départ, le bâtiment est complètement lisse, en verre miroité, années 80, vraiment pas terrible. Et on cherche un peu la meilleure réponse en termes d'autoprotection de ce bâtiment. Vous voyez où on est au bord de la Seine, près de la gare de Lyon, donc ça veut dire que la parcelle, le bâtiment est pivoté à 45 degrés, donc on n'a pas une vraie orientation nord-sud, ce qui fait que l'horizontal, ça marche pas tout seul. On n'est pas non plus est-ouest, ce qui peut faire que le vertical pourrait marcher, donc on est sur une orientation hybride, on pourrait combiner de l'horizontal et du vertical, et on cherche finalement cette figure du pli, vous comprendrez aussi pourquoi, un peu mieux pourquoi après, avec l'idée que la façade plissée, finalement, c'est une façon de se décaler vers des orientations plus faciles à protéger. Et donc là, c'est ce qu'on montre. Alors ça aussi, ce sont des images qu'on a montrées à l'oral de concours, hein. Donc l'idée en fait du décalage, alors évidemment, il y avait un petit argumentaire concours qu'on aime bien, hein. C'était un décalage, un pli avec un angle de 23,27 degrés. Ça paraît très précis à la deuxième décimale près. Pourquoi? Parce qu'on aime bien les références. Les analogies, 23,27, c'est l'axe d'inclinaison de la Terre par rapport à la verticale, et on dit, ça paraît, bon, rien ne change, et pourtant tout change, puisque c'est l'inclinaison par rapport à la verticale qui crée les saisons. Donc voilà, c'était aussi assez métaphorique, et vous savez qu'on aime bien les petites histoires, et on aime bien les histoires à l'oral. Et donc on montre en fait comment ce décalage permet de créer une forme d'autoprotection en retardant finalement l'irradiation sur la façade. Parce que vous savez comment ça marche, hein. C'est comme un coup. Si vous le donnez frontalement, ça fait mal. Si vous le donnez latéralement, ça fait pas mal. Et donc c'est exactement pareil pour le soleil. S'il arrive perpendiculaire à la façade, il est extrêmement pénétrant. Plus il arrive tangentant, moins il est pénétrant. Plus la part réfléchie est importante. Et donc le pli permet finalement
une espèce d'esquive, quoi, comme si on esquivait un coup, et donc permet de créer le rebond du soleil. Et puis vous voyez l'image assez éloquente, hein. Déjà on va rester dans un premier temps sur la figure du pli, sans pli, à gauche, la contrainte d'irradiation solaire sur le bâtiment et le travail du plissage avec l'autoprotection générée aussi par les horizontales qui sont créées tous les 2 niveaux que vous voyez, donc les lignes horizontales qui permettent l'autoprotection. Je pense que la figure parle d'elle-même. Pareil, image de concours, hein, image d'oral, image de conviction. Et puis l'autre chose très importante aussi sur ce bâtiment, c'est que SFL, pour des raisons évidemment que vous comprenez bien sur des règles de construction, ne pouvait pas construire, rajouter des mètres carrés sur sa parcelle. À gauche, vous avez le bâtiment existant, donc lisse d'abord, et en verre miroité, donc pas beau, mais en plus avec ce socle, enfin ce terrain complètement occupé par un socle, vraiment pas terrible, très profond, avec très peu de lumière naturelle, juste une petite cour, un moment, mais sans qualité. Donc énormément d'espace sans qualité. Et le travail du pli fait qu'on ajoute des petits mètres carrés à pour chacun des bureaux et à chacun des étages. Et la somme de ces mètres carrés, évidemment, sans aucune mesure en termes de qualité, hein, entre des mètres carrés complètement aveugles dans le socle et des mètres carrés dans cette façade. Donc non seulement en fait, on transfère les mètres carrés du socle vers là-haut et des mètres carrés qui passent de sans qualité à qualité maximale. Et en fait, ça nous permet du coup de supprimer le socle. Et une fois qu'on supprime le socle, évidemment, toutes les surfaces du bâtiment, enfin l'objet devient seul, isolé, et toutes les surfaces de bâtiment deviennent passent en premier jour, donc deviennent à haute qualité, et ça nous permet donc de libérer le terrain. Et alors, en même temps, du coup, ce pli que vous voyez raconté complètement par des questions, un argumentaire thermique, climatique, environnemental, nécessaire pour permettre d'être dans la dérogation par rapport au PLU de Paris, parce qu'il y en a qui doivent se dire, mais en fait, ce bâtiment a l'air haut, comment ont-ils réussi à ajouter des surfaces, y compris sur le dernier niveau, pour avoir une cohérence d'ensemble? Eh bien, parce que évidemment, le dernier niveau déplace le plafond des hauteurs parisiens, donc normalement, on n'a pas le droit, mais il y a un article du PLU qui dit qu'on a le droit, en fait, si il y a un intérêt thermique, climatique ou environnemental. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir ce bâtiment totalement cohérent, enfin, ce travail totalement cohérent sur tous les niveaux. Et donc, vous voyez que ça devient aussi la nouvelle identité, la nouvelle personnalité de ce bâtiment. Vous voyez aussi la libération du rez-de-chaussée qui permet de créer véritablement un hall, une entrée absolument magnifique avec évidemment des espaces libérés, redonnés, enfin complètement à la nature, à la fertilité, etc. Le pli, voilà, quand je vous parle d'image en fait de ce bâtiment, ça devient vraiment son image avec, vous voyez, la réunion de niveaux deux par deux, et ça devient aussi un élément d'identité, et de qualité d'usage extrêmement intéressant. Vous voyez en fait tout ce qui a été ajouté avec cet élément en bois par rapport au reste qui était le bâtiment existant. Et évidemment, le pli, ça permet d'orienter les vues vers là où il y avait les vues les plus intéressantes. Vous imaginez bien que là où on est, en fait, ce qu'on voit, c'est Notre-Dame. Et donc le pli, alors c'est pas sur cette façade-là, mais le pli, du coup, vers l'ouest permet de maximiser les vues sur la Seine, sur l'île de la Cité et sur Notre-Dame. Voilà, et en plus, l'espace libéré permet d'installer véritablement un jardin, un vrai poumon de fraîcheur, un vrai îlot de fraîcheur urbaine, on va l'appeler comme ça par rapport à l'ICU, avec l'installation de salles de réunion et du restaurant qui est comme un pavillon qui vient s'installer dans le jardin. Notre-Dame également, du coup, donc là on est sur un espace extérieur. Vous connaissez la demande du programme initialement, donc ça on est avec Basmet, et Grau, Neuville, Gaillet et Ingérop, et donc on a gagné ce projet aussi sur l'aménagement des abords de Notre-Dame avec des contraintes évidemment très très fortes. Comment aménager les abords de Notre-Dame à la fois en densifiant d'un point de vue végétal la périphérie là où c'était possible d'avoir de la pleine terre, etc. Garder un parvis totalement libre de tout obstacle, donc ça veut dire sans ombrage possible. Et donc là, on a raconté une histoire en disant, bon, on peut pour aménager les abords de Notre-Dame, évidemment, il ne faut pas le faire juste par rapport à ce qu'on connaît d'aujourd'hui.
Le climat de Paris en 2050 sera celui, alors maintenant ça varie un peu, mais celui possiblement de Madrid. Alors, en fait, je vais vous dire la vraie histoire que j'ai dit parce qu'elle était intéressante quand même. Dans le jury, il y avait énormément de monde, y compris le diocèse. Donc on leur dit les abords de Notre-Dame, le climat de Paris en 2050 sera celui de Séville, au lieu du syncrétisme religieux d'Andalousie, et en 2100 celui de Tanger. Et donc, alors là évidemment, une petite mise en abîme quand même, face au diocèse, mais du coup, on ne peut pas aménager les abords de Notre-Dame par rapport au climat qu'on connaît aujourd'hui. Il faut s'inspirer finalement des figures du Sud, de la façon dont on travaille les espaces extérieurs en Andalousie ou au sud de la Méditerranée. Et donc, alors je vais pas vous montrer tout le projet dans le détail, mais je voudrais vous montrer ça. En fait, on a l'idée, c'était vraiment de travailler le paysage comme un levier en fait de rafraîchissement et un levier de résilience climatique, en s'inspirant en fait des climats plus chauds et des stratégies déjà d'adaptation dans des climats plus chauds, en travaillant finalement sur la notion du rafraîchissement adiabatique ou de climatiseur urbain naturel qui combine des choses très simples comme l'ombre, la brise rafraîchissante, évidemment, brise rafraîchissante qui est créée par la végétation, l'eau et le vent. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans les aménagements récents des villes. On a tué finalement la respiration, enfin on a bloqué la respiration des villes. Les villes ne respirent plus. Or, la brise, enfin le vent qui s'engouffre dans une ville, le vent qui s'écoule dans les rues est un allié absolument essentiel pour le confort d'été. Il y a deux alliés pour le confort d'été, l'ombre, ça se fabrique par de la géométrie, et la brise rafraîchissante, ça se fabrique par la combinaison de trois choses. Une surface d'échange, le végétal fait ça admirablement bien, de l'eau, le végétal fait ça admirablement bien, mais c'est pas la seule manière de le faire, et de l'air, donc de l'air en mouvement. Et c'est pour ça qu'il faut il faut faire de nouveau respirer les villes. Et donc là, on fait une combinaison de ces figures. Alors on les a appelées les figures de fraîcheur. Ça, c'est aussi une image de l'oral, hein. Du coup, une combinaison de ces figures d'adaptation et de rafraîchissement adiabatique, de rafraîchissement naturel. Et évidemment, on ne peut pas faire les mêmes choses partout là où on intervient. Donc, on travaille sur une déclinaison des microclimats. Partout là où on peut avoir accès à la pleine terre, partout là où on peut planter, on densifie les cordons végétaux, on enrichit les strates, etc., etc. Et on utilise d'ailleurs l'eau de la Seine parce qu'évidemment, vous savez que, enfin, la brise qui se crée à la surface du fleuve, parce que c'est comme ça que ça se passe. Sur un fleuve, il se passe toujours, il y a une vrille de vent qui circule, et donc on fait en sorte d'ouvrir nos cordons végétaux de manière à ce que le vent fabriqué à la surface de la Seine puisse s'engouffrer et alimenter nos dispositifs. Et sur le parvis, on n'a pas la possibilité d'installer quoi que ce soit, donc pas d'arbres, pas de canopée, etc. Et donc là, on se dit, bon, on va faire un rafraîchissement adiabatique par évaporation de l'eau. Donc le parvis est dessiné en légère pente inclinée vers la cathédrale. Et quand il fera chaud, du coup, on fera couler une très légère lame d'eau sur ce parvis chaud, et donc on va créer volontairement une évaporation de l'eau qui va créer un rafraîchissement adiabatique. Donc, ce que j'aime bien sur cette image aussi, dans l'histoire du calcul comme boussole et de données à voir, c'est que vous voyez cette petite courbe-là, extrêmement importante, la blanche et la bleue. On va prendre celle où c'est le plus marqué ici. Et en fait, on dit, si on ne fait rien à cet endroit-là, on a une réponse en termes d'indice de confort. Donc là, on le mesure en UTCI, le Universal Thermal Climate Index. Donc on le mesure en UTCI. Voilà la réponse qu'on obtiendrait ici, qui est la partie supérieure, en ne faisant rien. Cette figure de fraîcheur, donc cette combinaison de dispositifs passifs simples, etc., nous permet de descendre la courbe sur le trait bleu continu que vous voyez ici. Et donc, en fait, c'est la différence, donc l'air bleu entre la courbe si on ne fait rien et la courbe en faisant, qui montre en fait par cet air donc le potentiel de rafraîchissement. Vous avez la légende ici, climat actuel, donc UTCI, voilà, sans rien faire en haut, en faisant en bas, etc. Et donc ça,
ça permet de quantifier en fait le bénéfice de l'action, le bénéfice du projet. Et ça nous permet d'abord, nous, de guider la bonne réponse et ensuite de le donner à voir, de le raconter et de convaincre. Comment convaincre une maîtrise d'ouvrage, comment convaincre même des partenaires, il fallait convaincre aussi un GEROP, comment convaincre demain la ville et les services techniques du bien fondé en fait, du projet. Et puis après, quand on combine tout ça, on a fait aussi une cartographie, donc ça aussi c'est études menées pendant le concours. C'est vrai qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent sur les concours, malheureusement, enfin, c'est surtout qu'on en dépense beaucoup et qu'il faut bien se refaire une santé après, une fois qu'on les a gagnés. Question importante, évidemment, que j'aborde là de manière très latérale, quoi. Mais donc, du coup, quand on modélise tout ça, voilà ce qui se passerait si on ne faisait rien. Donc, climat en 2022, le concours était en 2022. En 2050, et donc, évidemment, plus c'est rouge, plus c'est inconfortable. Donc, ça met finalement un peu en péril l'accessibilité, enfin, l'habitabilité de ces lieux. On montre la différence, parce que c'est pas toujours évident de voir la différence entre les images de gauche et de droite, surtout quand on a 3 minutes pour convaincre à l'oral. Donc là, on fait une image intéressante qui est en fait la soustraction des deux. Mais je vais vous la montrer plutôt sur le rafraîchissement. Donc voilà, une fois qu'on met en place le projet, ça c'est la colonne de droite, en 2027 avec le projet, par rapport à la situation de 2022. Et là, finalement, pareil, c'est pas facile à voir si on voit cette image que 10 secondes, mais on fait une carte soustractive, c'est-à-dire à droite, on voit en bleu, c'est la situation une fois le projet est mis en place par rapport à la situation actuelle. Et donc là, ça montre finalement le potentiel de rafraîchissement. Donc c'est la même chose que mes petites aires bleues tout à l'heure sur mes graphes, c'est le potentiel de rafraîchissement amené par le projet. Cette image, elle a été montrée en concours après le discours de voilà, Paris en 2050, etc. Et donc, on montre le bien fondé, on a convaincu, c'est vraiment un des arguments pour lesquels l'équipe a gagné. Ça a été dit ensuite dans les motivations du jury. Bon, voilà. Et puis, Alix me fait signe que je n'ai plus le temps. J'allais vous montrer aussi le support de l'oral de HEC. Je vous le montre rapidement comme ça. Et en fait, on peut même démarrer des échanges là, même s'il n'y a plus beaucoup de temps. Et comme ça, le diaporama va circuler tout seul. Vous voyez un peu l'idée, en tout cas, je vous le raconte, et puis il va circuler tout seul. On part des images des architectes et des paysagistes qu'on a mis en noir et blanc. Et progressivement, en fait, les images vont se colorer pour raconter une histoire. Alors, je ne peux pas résister à vous faire cela. Vous voyez, en fait, comment le projet permet finalement la fertilité du sol, l'émergence de la végétation, le cycle de l'eau retrouvé, puis, du coup, voilà, pardon, j'aurais dû lui laisser son effet parce que c'est assez beau. La brise rafraîchissante qui est créée naturellement par ce travail qui est mis en place, on va dire, d'installation des conditions de nature. Cycle de l'eau retrouvé, pardon, il ne faut pas que j'appuie. Et puis, la brise rafraîchissante qui est générée, évidemment, pour le confort dans les espaces extérieurs, mais aussi dans les espaces intérieurs, aidé par une matérialité, l'utilisation de murs de pisé qui nous permettent d'assurer des conditions de confort long terme, évidemment avec un stockage de matériaux géosourcés qui nous permettent de ne pas avoir à rafraîchir sur ces bâtiments et ce sur un temps long. Même si nous, on travaille beaucoup la réversibilité en disant on n'a pas besoin aujourd'hui ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans, peut-être que dans 30 ans, on en aura besoin. Donc, comment on prévoit finalement les réserves pour que les bâtiments puissent être rééquipés demain pour être rafraîchis sans avoir à faire tout tomber. Pardon, j'ai été plus long que prévu, ça m'arrive de temps en temps. Mais... Merci beaucoup, Franck. Je pense qu'on t'écouterait encore des heures. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas des heures. Non, on va prendre quelques questions. Juste pour conclure, enfin, moi, ce que je vois, c'est que déjà, il y a des images qui sont hyper claires, hyper compréhensibles. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Et je crois que tu milites beaucoup sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait pas ce travail en amont, on n'apporte pas les bonnes réponses. Et ma première question, je ne sais pas s'il y en a qui vont poser des questions, ma première question, c'est est-ce que les maîtres d'ouvrage sont demandeurs ou est-ce que ce sont les architectes qui sont demandeurs ou est-ce que c'est toi qui, quand on choisit Franck Boutet, on sait qu'on va avoir
ce travail-là, qui est issu de tout ton travail de recherche. C'est quoi ton constat? Est-ce que les maîtres d'ouvrage sont plus demandeurs quels sont est-ce que tu sens une progression dans ces… Oui, il y a un peu de tout. En fait, dans tous les projets que je vous ai montrés, on a répondu au-delà du programme, clairement. Je vous ai parlé de Sciences Po. Sciences Po, il y avait des propositions alternatives de réhabilitation un peu classiques, enfin, en tout cas sur le volet que j'ai présenté. Le programme n'était pas celui-là. Donc on a carrément fait évoluer le programme. Sur Notre-Dame, d'ailleurs, ça a été un vrai sujet puisqu'on a eu du mal à avoir une mission derrière. T'as pas posé cette question-là, mais Je savais que tu allais l'aborder. travailler beaucoup et donc dépenser beaucoup en concours, oui, mais évidemment, il faut pouvoir rentabiliser cet investissement en concours. Et en fait, ça a été assez compliqué de trouver notre mission derrière, parce que là, évidemment, une fois gagné, ben, tout le monde se bat sur ses honoraires en disant, ouais, mais bon, la question, enfin, tout le travail que tu as fait, bon, bah, c'est très bien, ça a permis de gagner le concours, mais il n'y a pas une vraie mission, il n'y a pas une vraie demande là-dessus. Donc, comme la maîtrise d'ouvrage est dure en affaire avec nous, etc., etc. Donc après, on tombe un peu sur des jeux, des jeux pas très sains, moi je trouve. Et puis même vis-à-vis de la ville, en fait, on a le travail vraiment sur le paysage à des fins de résilience climatique, c'était pas demandé. Donc une fois qu'on sait qu'on gagne là-dessus, bah, évidemment, il faut que la mission existe parce qu'on n'a pas pu tout aborder en concours. Les modélisations, elles étaient partielles, elles étaient un peu macro et il fallait qu'on aboutisse encore des choses. Alors, on a quand même créé une mission, mais pas à la hauteur de ce que j'ai escompté, mais bon. Est-ce que l'enjeu, ça n'est pas évaluer, mesurer? En fait, tu disais, l'enjeu, c'est évaluer, mesurer en anticipation, mais après, au fur et à mesure de l'avancement du projet, est-ce que toi aussi, tu continues quand tu poursuis tes missions? Est-ce que tes modélisations, tu les mets à jour en fonction d'un… Oui, bien sûr. Et quel retour d'expérience tu as par exemple, sur Sciences Po? J'imagine que tu as un retour d'expérience. Ça fait plusieurs années que Sciences Po est construit. Voilà, Canicule 2026, comment ça a marché? En tout cas, oui, on continue à mettre à jour. Hein. C'est aussi parfois, on explique d'ailleurs qu'on peut être plus cher quand on nous compare à un bureau d'études. C'est parce que c'est important de le comprendre, parce que évidemment, il y a des bureaux d'études qui font pas tout ce travail en amont, loin de là. Et puis, une fois que tu gagnes un projet, bah, tu peux déclencher des choses un peu à la fin quand la conception est arrêtée, parce que c'est peut-être pas toujours très agréable de remettre les choses en permanence sur le tapis et de relancer les calculs, etc. Nous, si on veut vraiment, si l'idée c'est vraiment d'utiliser le calcul comme boussole, évidemment, la boussole, tu la sors pas une fois que tu t'es perdu et que tu t'es retrouvé au Népal alors que tu pensais aller, je sais pas où, en Andalousie, quoi. Donc, évidemment, il faut que la boussole, elle soit allumée tout le temps, et que tu l'aies avec toi tout le temps. Donc, nous, en fait, on utilise le calcul de manière continue. Il sert de banc test. Donc, on travaille main dans la main avec les architectes qui nous disent à un moment, en fait, c'est pas, j'aimerais bien pouvoir évaluer ça, j'ai envie de faire évoluer la façade parce que finalement, elle est complexe associée à cela. Et donc, évidemment, on relance les calculs pour faire ce qu'on a fait en concours, c'est-à-dire finalement, c'est du calcul aussi ou c'est de l'étude comme aide à la conception, déjà, avec nos partenaires concepteurs, comme aussi outil de conviction pour des bureaux d'études qu'il faut parfois entraîner dans des histoires où ils n'aiment pas trop parce qu'ils préfèrent pouvoir plutôt se cacher, enfin pas se cacher, mais se protéger derrière des solutions un peu toutes faites qui ont déjà été éprouvées 10, 20, 30 fois, parce qu'évidemment il y a des obligations de résultats. Mais du coup, le calcul, il sert aussi à détourner l'obligation de résultat pour montrer qu'il y a un autre résultat que celui juste attesté par des fiches techniques, etc. Et à la fin, c'est un outil d'aide à la décision, clairement, et c'est un outil d'aide à la compréhension, ça je le dis d'abord, et en fait, on ne peut pas décider si on ne comprend pas, donc c'est aussi un outil de compréhension et d'aide à la compréhension pour un outil d'aide à la décision. Donc bien sûr que ça aide tout le monde. Mais par rapport à ta première question, est-ce que c'est une demande de la maîtrise d'ouvrage? En fait, ça dépend vraiment des cas. Aujourd'hui, évidemment qu'on voit des maîtres d'ouvrage qui sont de plus en plus à la fois, qui partagent toutes ces ambitions, etc., qui vont exprimer d'eux-mêmes. Souvent, c'est une remise à plat quand même du programme parce qu'il faut chercher ce qui fait le plus de sens.
ce qui fait le plus de bénéfices par rapport à l'effort qu'on va engager. Donc parfois, on fait évoluer les programmes, on critique les programmes, on les fait évoluer, parfois on les fait modifier, etc. Et c'est évidemment aussi beaucoup des demandes de nos partenaires architectes. Hein. Nous, on s'est fait connaître sur cette image-là aussi, quand on nous appelle. Oui, c'est parce qu'on a aussi envie de pas juste avoir une certification NF Habitat HQE et un label Biodiversity. C'est pour faire du projet ensemble. Au-delà de la réglementation. Et alors, du coup, on sait que tu fais beaucoup de travail de recherche. Est-ce que, j'imagine que la recherche, elle s'applique à tes projets, mais est-ce que tes projets, les solutions que tu développes dans les projets, tu arrives aussi à pas les dupliquer, mais à bénéficier à chaque fois de cette expérience que tu accumules au fur et à mesure des projets? Bah oui, non seulement à les réutiliser pour nous en les améliorant, et même à ce que d'autres les réutilisent. Je t'ai dit, c'est un peu malheureux, mais en même temps, c'est bien si les bonnes choses sont partagées, c'est plutôt positif. Mais donc j'ai fait visiter le bâtiment de Sciences Po à un petit groupe de la maîtrise d'ouvrage de la PHP, qui ont dit mais c'est génial. Pourquoi on n'a pas ça sur nos projets? J'ai dit parce que toutes les consultations, tous les concours qu'on a fait, vous ne nous avez pas fait gagner, donc évidemment on n'était pas dans les équipes. Et sur le concours suivant, qui était la partie qui reste hospitalière, donc de l'Hôtel Dieu, on était dans une équipe, malheureusement. Donc là, en fait, ils savaient ce qu'on avait fait sur Sciences Po. On n'a pas gagné dans cette équipe, mais par contre, comme en fait, ils ont mis cette solution eux-mêmes dans le programme ensuite. Et donc, Vinci, qui est lauréate, donc avec Valéro Gadan, en fait, mettent exactement en œuvre la solution de Sciences Po, c'est-à-dire enduit chaud-chanvre et ventilation simple flux par insufflation. Donc, les solutions, bien sûr, qu'elles se transposent, quoi. On aurait préféré que ce soit nous qui la mettions en œuvre, mais ça, c'est évidemment, c'est compréhensible. Je pense qu'on va être obligé de conclure quand même. Je ne vois pas de questions, mais merci Franck. En fait, il y a une question. Non, pas de question. En tout cas, ce que ça démontre, c'est que le rôle de bureau d'études comme toi, en fait, est absolument essentiel dans le dispositif du projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous faites partie des intervenants de AMO. Et on comprend que voilà, AMO, c'est l'architecte et le maître d'ouvrage, mais c'est aussi toute la maîtrise d'œuvre, comme la tienne, qui s'assure que la qualité du projet est au rendez-vous et qui nous fait regarder plus loin dans le futur. Voilà. Donc, merci beaucoup, Franck. Merci à toutes et tous. Je n'ai pas bien vu qui était présent. Là, je vois Pascal, je vois Kroenko, je ne sais pas qui est derrière Kroenko, mais en tout cas, c'est que des gens, des personnes voilà, des amis, des partenaires. Voilà, et on va faire une petite pause estivale. Donc, a priori, c'est notre dernière capsule avant l'été et on reprendra à la rentrée. Voilà, donc avec plaisir pour te retrouver éventuellement sur d'autres sujets, Franck, peut-être des conférences. Merci en tout cas de cette présentation extrêmement intéressante et des beaux dessins d'ingénieurs. Il n'y a pas que les architectes qui font des beaux dessins. Bah oui, le dessin, c'est aussi l'outil pour communiquer avec nos amis concepteurs, quoi. Ouais. Ben merci à vous toutes et tous. Et voilà, plaisir de se retrouver. Et juste, les capsules sont enregistrées, donc si vous voulez faire partager à d'autres personnes, vous pourrez aller les consulter sur la chaîne YouTube de AMO. Voilà. Très bien, merci.